20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, il est 20h, bienvenue à toutes et à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique et avec l'actualité du mardi soir. Et ce soir, notre invité est Aurélien Taché, député de la 10e circonscription du Val d'Oise et coprésident du parti Les Nouveaux Démocrates. Alors il va nous rejoindre dans quelques instants, il a été très sûrement retenu à l'Assemblée nationale. Au programme ce soir, la situation épidémique en France qui s'aggrave toujours. Hier, près de 5000 malades du Covid se trouvaient en réanimation. C'est plus qu'au pic de la deuxième vague. Alors on ne sait pas quand Emmanuel Macron doit s'exprimer pour renforcer les mesures. Selon certaines informations de l'exécutif, il pourrait prendre la parole demain soir à la suite du Conseil de défense sanitaire. On verra ça avec Aurélien Taché. Quelles mesures donc attend-il? Et on s'attardera sur le cas des écoles. Cette semaine, la loi climat et résilience est examinée à l'Assemblée nationale. Une loi qui manque d'ambition selon Aurélien Taché. Il a d'ailleurs signé une proposition de loi intitulée « Pour une vraie loi climat ». On étudiera ses propositions. Également au programme de 20h l'invité, une union des gauches pour 2022. Son parti, Les Nouveaux Démocrates, a répondu à l'appel de Yannick Jadot. Et puis, on fera le point sur les réunions non mixtes organisées par l'UNEF et sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Si vous êtes avec nous en ce moment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous pouvez même poser vos questions à Aurélien Taché tout au long de l'émission. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Aurélien Taché. C'est parti. Alors Aurélien Taché nous a rejoint justement. Donc bonsoir Aurélien Taché. Bonsoir. Le temps donc de vous installer peut-être. Je rappelle que vous êtes député de la 10e circonscription du Val d'Oise et coprésident donc du parti Les Nouveaux Démocrates. Et on commence cette émission Aurélien Taché avec le mot du jour. Un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume une actualité, un sentiment même en ce mardi 30 mars. Et ce mot c'est attente. Attente parce que chaque semaine, chaque jeudi soir, les Français attendent quelle mauvaise nouvelle va leur tomber dessus, quelles nouvelles mesures vont être prises. Et encore aujourd'hui, les Français attendent de savoir si Emmanuel Macron va parler demain, la semaine prochaine, ce qu'il va annoncer. Alors Aurélien Taché, est-ce que vous ne pensez pas que les Français en ont marre d'attendre ? Si, je pense que les Français en ont marre d'attendre et qu'il y a des choses sur lesquelles il est difficile d'avoir des réponses précises, hein, évidemment. Même si j'ai bien vu qu'on avait un président épistémologiste, pardon, excusez-moi. Épidémiologiste. Moi. Mais je pense qu'on ne demande pas au président de tout prévoir sur l'évolution du virus. Par contre... Donc on ne peut pas éviter le fait d'attendre à chaque fois, de ne pas savoir quand est-ce qu'il va s'exprimer. On peut éviter justement, en revanche, sur la méthode de mettre autant d'anxiété et d'incertitude sur la manière dont finalement on gère les choses. Encore une fois, il y a des choses imprévisibles sur le fond, mais sur la forme, de dire aux Français en temps réel un petit peu quelles sont les avancées, quelles sont les informations dont on a connaissance, de partager ça avec le plus grand nombre, les médecins sur le terrain, les élus locaux, tous les gens qui ont besoin aussi de co-construire les décisions et donc sur la forme, on pourrait faire mieux. Bien sûr qu'on pourrait faire tout à fait différemment. C'est le style d'Emmanuel Macron qui, encore une fois, est très solitaire et c'est un problème parce que ça ajoute de l'anxiété. Merci Aurélien Taché. Dans quelques minutes, on aborde la question de la crise sanitaire, des effets positifs ou insuffisants des mesures territorialisées avec vous, Aurélien Taché. Juste avant, on va retracer un peu votre parcours. Vous êtes passé du Parti Socialiste à La République En Marche en 2017. Vous avez soutenu Emmanuel Macron, mais il y a tout juste un an, vous quittiez la majorité. Vous avez créé votre propre parti, Les Nouveaux Démocrates. Alors, comment et pourquoi passer de la majorité à un petit parti? On répond à cette question dans votre parcours avec Axel Rebaud. Bonsoir Axel. Bonsoir Manon Blangis. Aurélien Taché, bonsoir. L'an dernier, vous déclariez, en quittant LREM, que vous n'étiez pas de l'opposition et que s'il fallait, vous serez de la majorité. Alors, quel intérêt d'avoir quitté la majorité? Écoutez, j'ai déclaré ça il y a un an, c'est vrai. Je ne savais pas à ce moment-là qu'un mois plus tard, Emmanuel Macron choisirait de nommer Jean Castex à Matignon, qu'il choisirait aussi finalement de retirer la loi climat qui était normalement prévue après... la Convention citoyenne pour lui préférer une loi séparatisme. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, je me situe clairement dans l'opposition. Ce que, à l'époque, je n'avais pas forcément prévu, parce que j'espérais que, même si moi j'avais des désaccords qui faisaient que, pour être parfaitement honnête, je ne pouvais pas rester dans cette majorité, j'espérais quand même pouvoir... imaginer que sur des projets, sur certains sujets... Vous espériez à l'époque encore pouvoir peut-être rejoindre à nouveau La République En Marche ?
Non, pas forcément rejoindre La République En Marche, mais en tout cas, ne pas être dans l'opposition claire à Emmanuel Macron, parce que je crois aussi que la culture politique française, malheureusement, souffre du fait qu'on a tout le temps une vision assez binaire des choses, opposition ou majorité. On pourrait imaginer des logiques de coalition, des logiques de majorité de projet. C'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron lui-même avait proposé en 2017. Moi, quand j'ai signé ce fameux contrat d'engagement avec la nation, comme tous les députés En Marche, on a oublié ça, mais on nous avait fait signer ce document à l'époque, il y avait l'idée de trouver des majorités de projet. Bref, tout ça aujourd'hui, en tout cas, une alliance avec La République En Marche, c'est impossible pour vous. Vous avez ensuite sur quoi on pourra encore s'entendre, malheureusement, je le regrette, mais les choix qui sont faits sont quand même drastiquement opposés à ce qui était prévu en 2017, et donc voilà, je ne peux qu'en tirer les conséquences. Et justement, à la suite de votre départ de La République En Marche, vous avez rejoint ce groupe à l'Assemblée Écologie, Démocratie et Solidarité, groupe aujourd'hui disparu faute de membres. Le député Cédric Villani en faisait partie, il était à votre place il y a 2 semaines, il affirme que le groupe, lui, est toujours en discussion. Est-ce que vous continuez effectivement à travailler avec ce groupe ? Ah oui, d'ailleurs il y a un projet très concret sur lequel on travaille tous ensemble en ce moment, qui est celui pour avoir une vraie loi climat, et qui fait qu'on est aussi en train de lancer une chaîne Twitch depuis hier, où on essaye de créer le vrai débat sur la loi climat, parce que vous savez qu'en tant que député non inscrit, on n'a pas de temps de parole pour s'exprimer. Les choix qui sont faits par la majorité, par Richard Ferrand, sont qu'on prend une procédure parlementaire qui laisse le moins de temps possible pour s'exprimer. C'est la procédure du temps programmé, du temps législatif programmé. Faut changer ça. Pardon ? Faut changer ça, il faut supprimer ça, il faut supprimer. Il faut considérer tous les non-inscrits comme un seul et même groupe pour leur laisser un temps de parole ? En tout cas, il faut qu'ils aient les mêmes droits que les autres parlementaires. L'injonction à choisir un groupe ne devrait pas être celle-là. D'ailleurs, au Sénat, c'est comme ça que ça se passe. Et le temps législatif programmé est une mauvaise procédure qui empêche aux parlementaires de s'exprimer. Donc, nous, on a essayé de créer le vrai débat sur la vraie loi climat, celle qu'on aurait pu être en droit d'attendre. On va pouvoir reparler après de la loi climat, dans une partie dédiée. Question sur le groupe, voilà un projet concret sur lequel on travaille tous ensemble en ce moment. On va avoir l'occasion d'en reparler effectivement, mais vous avez donc quitté ce groupe Écologie, Démocratie, Solidarité avec 6 de ses membres pour créer ce nouveau parti, les Nouveaux Démocrates. Est-ce que c'est vraiment intelligent de se diviser encore plus lorsque vous êtes déjà si peu nombreux, Aurélien Taché ? Mais moi, vous savez, je raisonne pas comme ça. Je pense qu'en fait, les gens se lassent et se désintéressent de la politique parce qu'ils ne voient que des élus qui raisonnent d'abord et avant tout sur un plan tactique. Moi, j'ai essayé de faire de la politique à mon niveau, toujours C'est un peu ça la politique, Aurélien Taché. C'est de la tactique, c'est des stratagèmes pour essayer d'atteindre les élections. Quand ça prime sur tout le reste, au point que finalement les convictions et les idées semblent tellement loin de l'engagement partisan et parlementaire aux Français, eh bien, vous avez un vrai risque pour la démocratie. Donc moi, je préfère repartir un petit peu... pas de zéro, mais en tout cas de quelque chose de plus modeste, pour pouvoir être sur de bonnes bases et convaincre, parce que je me dis que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui dans la démocratie représentative qui est la nôtre, que de rester et de se travestir, de finalement servir de caution. Vous savez, on m'a beaucoup reproché ça, moi, quand j'étais dans la majorité et que j'y restais. On me disait, mais avec vos idées, avec ce que vous portez, la caution de gauche. Oui, la caution sociale, la caution de gauche, qu'est-ce que vous faites dans la majorité ? Maintenant, j'en suis parti, on me dit que je divise. Bon, voilà, écoutez, on peut jamais satisfaire tout le monde. Mais vous dites, Aurélien Taché, que votre but, c'est pas forcément ces stratégies politiques, mais vraiment de convaincre. Pour convaincre les Français, il faut être audible, il faut avoir une certaine voix. Lorsque vous êtes 6 députés Nouveaux Démocrates sur 577 dans l'hémicycle, quelle voix vous avez aujourd'hui ? J'ai écouté, il me manque plus que 3 députés pour faire autant que le Front National, qui fait 30% de l'électorat, donc faut pas se faire de soucis pour nous. Vous allez voir qu'avec 6 députés, on peut effectivement avoir du poids politique dans ce pays. Le principal parti d'opposition, si j'en crois ce que j'entends ici et là, n'en compte que 8. Donc, vous pourriez les avoir, ces 3 députés qui vous manquent ? Évidemment, on en aura même. Vous êtes en discussion avec d'autres députés non inscrits ou d'autres partis ? Bien sûr, vous allez voir, les choses vont encore bouger. Vous savez, j'étais pas un grand partisan d'Édouard Philippe, mais j'ai retenu une formule de lui que j'apprécie, la poutre travaille encore. Et donc voilà, on n'a pas terminé et on va encore convaincre. Merci beaucoup Aurélien Taché. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Doit-on confiner toute la France au vu des données épidémiques ? C'est en tout cas ce que réclament les hôpitaux saturés, mais aussi les épidémiologistes depuis déjà plusieurs semaines. Et on va se poser la question avec vous, Aurélien Taché, juste après One More Time de Robin Schulz sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Vous êtes bien dans 20h l'invité. Aurélien Taché, député du Val d'Oise et coprésident des Nouveaux Démocrates, est avec nous ce soir. Et 36 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour en moyenne. C'est ce qui se passe en ce moment. Plus de 4 900 malades sont aussi en réanimation. L'épidémie s'aggrave, mais le président se donne du temps pour prendre une décision. Les hôpitaux appellent, eux, à un reconfinement strict. Quand vous, Aurélien Taché, appelez à rouvrir les salles de sport, Axel Rebaud. Aurélien Taché, on ne sait pas encore si Emmanuel Macron va s'exprimer demain. Est-ce que vous voulez que le président reconfine le pays ?
Non, pas nécessairement. Je voudrais surtout que le président prenne la mesure de l'état de l'hôpital. Je voudrais surtout que le président réfléchisse à des véritables solutions sur le plan d'une stratégie sanitaire qui nous permettra de tenir dans la durée. Parce que je pense que, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, on n'en a malheureusement pas fini tout de suite avec le Covid, que ce sera peut-être plus long que même quelques semaines ou que quelques mois, et que depuis un an, on n'a pas bougé grand-chose sur le nombre de lits de réanimation en Ile-de-France, sur la capacité à vacciner, sur le stock de masques. Et justement, en fait, les lits de réanimation, on en a 89% de ces lits qui sont occupés actuellement. Donc, on a un peu plus de 800 lits qui nous restent à peine. Des médecins, d'ores et déjà, sont en train de dire qu'ils sont en train de trier les malades. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de lits actuellement, Aurélien Taché ? Parce que les choix budgétaires qui ont été faits, par exemple, l'année dernière, n'ont pas été dans le sens d'augmenter les lits en réanimation. On a, malgré ce qu'on a connu en mars dernier et ensuite, voté un PLFSS, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui a baissé les crédits de finalement l'hôpital. Donc vous dites qu'Emmanuel Macron et le gouvernement sont coupables du fait qu'il n'y ait pas assez de lits, donc que des personnes vont mourir du Covid actuellement. Des choix politiques différents auraient pu être faits. Je ne dis pas que c'est simple, parce que vous ouvrez des lits, Jean Castex vous dira on ne va pas les chercher chez Ikea, il faut former les gens. Très bien, c'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ça a le mérite de la clarté. Néanmoins, depuis un an ou un peu plus maintenant qu'on a mis en place le chômage partiel, qu'est-ce qui empêchait d'essayer de former un certain nombre de personnes sur des fonctions qui permettaient d'aller vers la réanimation? Moi, vous savez, j'ai fait aussi un rapport sur l'intégration des réfugiés, où je dénonçais le fait que les équivalences de diplômes ne soient pas reconnues quand des gens arrivent, et j'en connais, moi, dans ma circonscription, des gens qui sont diplômés en Algérie, en Syrie ou ailleurs, qui ont obtenu l'asile en France, qui ne peuvent pas travailler dans les hôpitaux français parce qu'on ne reconnaît pas leur diplôme. Pourquoi, sur ces différents éléments, on n'a pas essayé d'aller plus vite, plus fort, pour essayer justement d'avoir des places en réanimation, d'avoir des capacités de soins? Et donc, on continue avec des méthodes qui sont le confinement et ce genre de choses qui sont quand même assez étonnantes pour un pays. Vous avez par exemple, vous parlez de ces équivalences de diplômes qui ne sont pas reconnus. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, vous pouvez proposer une loi pour essayer de faire en sorte que ça change? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Oui, mais parce que je peux le faire, effectivement, vous avez raison. Mais je l'ai déjà proposé dans un rapport à l'époque où j'étais dans la majorité. J'ai remis ce rapport au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et à Gérard Collomb. Et pour autant, ces décisions n'ont pas suivi. Donc, je vois bien qu'il y a un blocage politique, finalement, avec ce président et avec ce gouvernement sur des propositions telles que celle-ci. Mais alors, comment est-ce qu'on sort de... Là, on est actuellement dans un pic épidémique, on a les hôpitaux qui sont saturés. Comment est-ce qu'on sort de cette situation sans prendre de mesures drastiques, Aurélien Taché? Vous dites que vous n'êtes pas forcément pour un confinement. Qu'est-ce que vous voulez alors? Moi, je pense qu'encore une fois, si justement sur les propositions que je viens de faire, on essayait d'avancer plus fort, on aurait pu imaginer autre chose que ces confinements. Alors bien sûr, maintenant, il faut évidemment être responsable. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Évidemment que les gestes barrières, les protocoles sanitaires doivent être respectés. Néanmoins, un confinement tel qu'on l'a connu en mars dernier, avec des attestations un peu qui sont comme ça très étonnantes, on a l'impression que c'est véritablement un concours d'ingénierie bureaucratique. C'était un foirage total selon vous de la part du gouvernement, écoutez, ces dernières annonces de Jean Castex? Je trouve que voilà, c'est vraiment pas comme ça qu'on s'en sortira, et on le voit bien d'ailleurs parce que l'épidémie repart, et en plus on sacrifie une part de l'économie, de la jeunesse. Le tester, tracer, isoler, qui était la seule bonne stratégie pour un grand pays comme le nôtre, on n'est pas capable de le mettre en œuvre, et moi ça je le regrette profondément. Donc maintenant, est-ce qu'il faut continuer encore des années comme ça et sacrifier en plus de ces 100 000 Français qui ont perdu la vie toute une part de la jeunesse, de l'économie, et aller vers d'autres pathologies? Moi je suis très inquiet notamment sur les sujets de santé mentale et d'autres. Je n'en suis pas certain. Alors Aurélien Taché, vous nous dites que tout ce qui avait été annoncé par Jean Castex il y a une dizaine de jours, ça ne va servir à rien, les chiffres repartent à la hausse. Actuellement, Emmanuel Macron nous dit qu'il se donne du temps pour voir si ces mesures ont un effet positif ou non. Là vous nous dites non, ça n'aura aucun effet, donc vous dites qu'il faut reconfiner le pays alors? Je dis simplement qu'encore une fois, on est sur un faux choix, puisqu'on s'interdit de renforcer les moyens de l'hôpital, puisqu'on s'interdit on peut faire les deux. Commençons par ça peut-être. Moi, encore une fois, je pense que quand on a une crise sanitaire, il faut répondre avec des outils sanitaires. Mais vous comprenez que lorsque Jean Castex disait qu'on ne va pas aller chercher ces lits à Ikea, c'est que, comme vous l'avez dit, ça prend du temps de former du personnel soignant, des professionnels de santé. Là, ça n'a pas été fait, mais vous comprenez que même si on commence là maintenant, ça ne va pas servir ou suffire à faire baisser l'épidémie actuellement.
Non, mais il faut bien des mesures strictes. Je veux bien qu'on reste dans cet éternel débat où on se trouve piégé par le fait que comme on ne met jamais les moyens sur l'hôpital, comme on ne forme personne, comme on ne reconnaît pas les diplômes des gens, comme on n'est pas capable non plus de produire de vaccins, parce que là aussi il y aurait des choses à dire. Vous avez des choses qui ont été décidées l'année dernière dans le plan de relance, 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Est-ce que c'est ça l'urgence? Est-ce que ces 20 milliards d'euros, ils n'auraient pas été plus utiles, par exemple, pour mettre en place des unités de production de vaccins? Est-ce qu'on n'aurait pas pu investir cet argent de cette manière-là? Bien sûr que si, on aurait pu. C'est des choix politiques qui sont faits. Donc maintenant, effectivement, on est toujours en train de nous placer le pistolet sur la tempe en nous disant confinement ou pas reconfinement, parce que finalement, comme rien d'autre n'est fait, il n'y a pas de choix. Moi, je dis que là, en plus d'avoir sur le plan sanitaire de mauvais résultats avec ces solutions qui sont un peu archaïques, on risque aussi de mettre l'économie, la jeunesse et plein d'autres pans de la société en danger. En tout cas, donc, on comprend votre point de vue sur le confinement. Vous n'êtes pas forcément favorable, mais dans le même temps, vous appelez à rouvrir les salles de sport. Aurélien Taché, est-ce que alors vous dites que elles sont essentielles à la santé, ces salles de sport? Est-ce que c'est vraiment le moment d'ouvrir actuellement ces salles? Moi, je crois qu'en plus du Covid, qui est un drame terrible pour notre pays, on est en train de se créer d'autres difficultés. Parce que vous avez tout un tas de gens qui ont d'autres pathologies qui ne sont pas soignées. Parce que vous avez tout un tas de gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux et pour lesquels ça peut créer des difficultés sur le plan de la santé, physique comme psychique par ailleurs. Et qu'en effet, on pourrait, pour ces salles de sport, comme on l'a fait pour les librairies ou d'autres types de commerces, imaginer des protocoles, imaginer des masques adaptés. Moi, j'ai regardé le sujet d'un petit peu près et je peux vous assurer que c'est tout à fait possible d'avoir des masques qui sont prévus pour ce genre de pratique. Alors si on peut adapter les règles ou en tout cas l'équipement pour ce genre de salle, est-ce qu'on ne devrait pas aussi ouvrir tous les autres lieux, par exemple les cinémas, les théâtres, les musées qui peuvent s'adapter également? Mais moi je suis plutôt pour qu'on adapte en effet avec des protocoles et des outils adaptés, oui justement c'est le mot. Je suis plutôt pour qu'on aille vers ça et qu'on permette de rouvrir un certain nombre de lieux culturels, sportifs ou autres. Je ne pense pas que cette espèce de politique qui consiste à tout fermer depuis maintenant presque un an, soit la bonne politique et que sur le plan sanitaire, on voit qu'elle a des effets limités et par contre, sur d'autres aspects, d'ailleurs y compris sur le plan de la santé, on voit aussi qu'elle peut causer des dégâts. Donc adapter et rouvrir donc les cinémas, les théâtres et, que faire se et peut, les salles de sport. Il faut être raisonnable. Merci beaucoup Aurélien Taché. Voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire dans n'importe quelle condition. Merci Aurélien Taché, merci Axel Rebaud. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. En lien avec cette situation sanitaire qui se dégrade toujours, on se penche sur le cas des écoles. Si vous nous écoutez d'ailleurs et que vous avez des questions à ce sujet pour le député Aurélien Taché, vous pouvez nous les envoyer avec le hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou par message sur notre page Facebook Fréquence ESJ. On pose vos questions en fin d'émission. L'hypothèse donc prend de l'ampleur, mais l'exécutif fait bloc alors que le nombre de cas positifs au Covid explose dans les écoles. Des enseignants, des politiques et des médecins réclament tout simplement leur fermeture. Le débat fait rage dans la sphère scientifique, certains expliquant que le prix à payer pour laisser les écoles ouvertes vaut la peine. Une chose est sûre, aucune décision n'aura d'impact positif pour les enfants. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Aurélien Taché. On l'a appris ce matin, la fermeture des écoles sera évoquée demain lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Aurélien Taché, est-ce qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour les écoles ? Alors, moi, je ne suis pas pour qu'on ferme les écoles. Je suis cohérent avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. En plus, je pense que là, pour le coup, il y a un vrai drame qui se jouerait derrière, qui est celui des inégalités scolaires. Moi, vous savez, je viens d'un département jeune, populaire, qui est le Val d'Oise, et j'ai constaté que la fermeture des écoles l'année dernière avait fait que beaucoup de jeunes décrochaient, qu'on ne les revoyait plus, qu'on ne les retrouvait plus. Le Val d'Oise, où il y a une situation dans les écoles qui est catastrophique, avec beaucoup d'écoles fermées. Oui, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Encore une fois, c'est toujours pareil. Tout à l'heure, je parlais de l'hôpital et je disais qu'on aurait pu se donner les moyens de faire un peu différemment. Sur les écoles, c'est un peu la même chose. Si vous voulez, on pourrait très bien imaginer de généraliser les demi-groupes, si on avait encore une fois les moyens humains pour le faire, et donc c'est un choix politique à faire. Dans le primaire et dans le secondaire, les demi-groupes, là c'est que maximum, dans les lycées. Au maximum, voilà, vraiment qu'on le fasse au maximum. Qu'on imagine aussi par exemple la classe dehors, qu'on imagine des sorties culturelles. On parlait à l'instant des musées. Si les musées sont fermés, pourquoi ne pas imaginer, là aussi avec des protocoles un peu sérieux, d'emmener les enfants. Enfin, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire pour ne pas laisser les enfants chez eux et ni les mettre en situation de cluster dans une classe. Mais là aussi, c'est de l'organisation, c'est de l'investissement, c'est des moyens. Et c'est vrai qu'en France, et sous cette mandature en particulier, on n'a pas forcément fait ces choix-là et on s'en est pas donné les moyens, non. Pas question de nier la transmission du virus dans les établissements scolaires, elle est identique à celle de la société. C'est un extrait de l'étude de l'Institut Pasteur. Mais il y a une hausse de 40% des cas. Il y a eu une hausse de 40% des cas la semaine dernière. Ça montre que le virus circule plus que dans la population. Est-ce que là, il ne faut pas quand même prendre une mesure
au moins allonger les vacances là. Si, pourquoi pas. Allongeons les vacances ou avançons-les. Je ne suis pas fermé à ce genre de choses. Je dis simplement que la fermeture stricte et sèche de l'ensemble des classes ne me semble pas une bonne chose, parce que je pense que sur le plan des inégalités en matière d'éducation, le prix à payer est trop lourd. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais essayons au maximum d'assurer une forme de continuité pédagogique en faisant des demi-groupes, en allongeant peut-être les vacances, mais en n'étant pas non plus sur une fermeture totale, en imaginant une classe qui peut se tenir à l'extérieur. Voilà, il y a tout un tas de solutions qui peuvent être activées. Dans les départements confinés, là, actuellement, il y en a 19. Un cas positif entraîne la fermeture des classes. Cette mesure, est-ce qu'il faut la généraliser dans toute la France avant d'envisager une fermeture définitive? Oui, on peut commencer par là. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Et évidemment que cette situation est préoccupante. Mais là aussi, j'ai entendu Emmanuel Macron dire que maintenant il y aurait une priorité donnée à la vaccination des enseignants. Mais qu'attendons-nous? Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi ce qui se joue dans ce drame des écoles. C'est qu'on a peur pour les personnels enseignants et personnels scolaires. Donc protégeons-les en priorité. Ils doivent devenir prioritaires, là, les enseignants? Oui, je le pense que ça fait partie des catégories de travailleurs qui doivent devenir prioritaires. Ça veut dire qu'ils doivent passer éventuellement devant des soignants, devant des personnes de plus de 70 ans, devant des personnes de 50 ans avec comorbidité qui ne sont pas forcément encore vaccinées. Vous voyez à chaque fois comment on se pose des questions. C'est vraiment la gestion de la pénurie. Donc moi, je vous dis pas qu'il doit. C'est un problème de dose. Oui, c'est un problème de dose. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on attend pour, par exemple, emmener AstraZeneca devant la justice suite au retard de livraison? Enfin, je veux dire, on est toujours dans une espèce d'impuissance qui serait finalement comme ça une fatalité. Mais non, il y a des décisions qui peuvent être prises. Pourquoi ce gouvernement n'emmène pas finalement AstraZeneca devant les tribunaux? Moi, je pose la question à la ministre de l'Industrie. Je l'ai déjà interrogée, d'ailleurs, elle ne répond pas. Et pour quelle raison? Je pense que voilà, il y a une volonté de ne pas fâcher un certain nombre d'industries, il y a une volonté de ne pas apparaître brutal avec un certain nombre d'acteurs économiques, parce que la priorité de ce gouvernement est finalement de pouvoir afficher l'année prochaine une forme de bilan sur le rapport au monde économique, les investisseurs étrangers, l'attractivité de la France. C'est un choix. Des médecins comme Robert Cohen réclament une fermeture des écoles seulement si elle est accompagnée d'un confinement strict, Est-ce que là, ça serait indispensable pour que ces décisions soient prises au même moment? Si jamais Emmanuel Macron devait annoncer demain la fermeture des écoles, est-ce qu'il faut absolument que ça soit accompagné d'un confinement strict? Non, je ne crois pas. Je pense que, encore une fois, je ne vois pas pourquoi on devrait lier des mesures qui sont... les deux sont déjà très dures. Donc, en Allemagne, les écoles sont fermées, par exemple, depuis 3 mois, sans qu'il n'y ait un réel confinement, et l'impact de la fermeture des écoles n'est pas réel. Vers quoi on se dirige? Enfin, justement, vous parlez de l'Allemagne. Angela Merkel nous dit, avec d'autres d'ailleurs, la France ne le dit pas encore comme ça, mais c'est une nouvelle pandémie, c'est un nouveau variant, c'est un nouveau virus. Donc en fait, on va si on a un nouveau variant ou une recrudescence de la pandémie comme ça tous les 6 mois, fermer tout le pays à chaque fois, fermer toutes les écoles. Enfin, vous voyez bien que c'est intenable comme situation quand même. Donc encore une fois, il va falloir faire des choix et il va falloir mettre encore les 100 milliards d'euros du plan de relance dont on parle plus trop en ce moment. Il y aurait quand même beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour que les écoles puissent être ouvertes dans de bonnes conditions, pour que les hôpitaux fonctionnent, pour que on soit sur d'autres priorités que finalement, encore une fois, je le redis, baisser les impôts de production, qui était une espèce de marotte de la droite et d'Emmanuel Macron, et qui sont en train d'essayer de faire passer à l'orée de cette crise. Tout ça est un problème quand même sur le plan politique. La Société française de pédiatrie, vous parlez tout à l'heure de la santé mentale des enfants. La Société française de pédiatrie explique que les services de réa ne sont pas les seuls à faire des tris. D'ailleurs, ils n'en font pas encore. En revanche, dans les services de pédiatrie, ils doivent renvoyer des enfants chez eux en état de dépression. Est-ce que le prix à payer, est-ce que vous nous dites que le prix à payer pour laisser les écoles ouvertes en vaut la peine? Les services de pédiatrie renvoient des enfants chez eux qui n'ont plus la place de les maintenir dans leur service. Mais quel est le rapport avec la fermeture des écoles? Parce que moi, je suis d'accord qu'il y a un vrai problème sur la prise en charge des enfants. Vous savez, moi, j'étais en rendez-vous avec l'hôpital de Pontoise, qui est l'hôpital le plus près de là où je suis élu, et la semaine dernière, parce que justement, on a un service de pédopsychiatrie qui risque de fermer. Vous voyez encore dans la situation où on est. On a des enfants qui sont sur liste d'attente, plus de 600 enfants qui devraient faire l'objet d'un suivi psychiatrique. Croyez-moi qu'avec ce confinement, on risque d'en avoir encore plus. Là, c'est des enfants qui sont battus, ou alors des enfants qui ne mangent pas à leur faim, des enfants qui n'en peuvent plus d'être chez eux. Oui, donc effectivement, la fermeture des écoles ne pourrait qu'accentuer le fait qu'on ait des enfants qui doivent ensuite se tourner vers les services de pédiatrie ou de pédopsychiatrie parce qu'ils auraient ce genre de difficultés. Donc moi, ça m'inquiète effectivement. Donc là, vous nous dites que clairement, il ne faut pas fermer les écoles, et quitte à avoir des cas tous les jours et aussi des morts chaque jour. Mais non, je dis qu'il faut trouver d'autres voies et qu'on pourrait en trouver d'autres. Effectivement, là aussi, je ne suis pas suspect, je crois, d'être un grand partisan de Valérie Pécresse. Sa proposition d'avancer les vacances mériterait d'être étudiée. Le fait de pouvoir généraliser les demi-groupes, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi. Le fait de pouvoir faire la classe un peu en dehors de la salle, aussi. Il y a plein d'autres outils qui pourraient être mobilisés. Merci Aurélien Taché. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h.
Dans moins de 3 minutes, Aurélien Taché, on s'arrête sur la loi climat et résilience. Vous êtes avec tous les autres députés en train de l'étudier à l'Assemblée nationale. Vous la jugez insuffisante. Pourquoi et que faut-il faire pour une vraie loi climat comme vous le proposez? On voit ça juste après ASAP de Milo sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h32 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, et tous les hits des années 80 et 90, vous pouvez les retrouver sur Fréquence ESJ Gold. Toutes nos radios sont disponibles sur notre site internet fréquenceesj.com. On retourne à la politique avec vous, Aurélien Taché. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise et coprésident du parti Les Nouveaux Démocrates. Et depuis hier, on le disait, l'Assemblée nationale se penche sur la loi climat et résilience, issue donc de la Convention citoyenne pour le climat. Un nouveau processus démocratique qui n'a pas réussi à satisfaire l'opposition, qui dénonce un résultat final trop en deçà des attentes. En parallèle, vous avez donc lancé, Aurélien Taché, avec d'autres députés de l'ancien collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, un débat où les séances de l'Assemblée sont analysées puis commentées sans filtre, promettez-vous. Théo Grévin, on fait le point avec vous. Aurélien Taché, quel est l'intérêt d'avoir créé ce débat d'une vraie loi climat, débat parallèle donc, qui n'est pas entendu à l'Assemblée nationale? Il est entendu par ceux qui souhaitent le suivre, mais l'intérêt, il est simple, c'est que en fait, ce qu'on appelle nous une vraie loi climat, ça aurait été de reprendre, comme s'y était engagé le président de la République, d'où cette expression sans filtre, les propositions des 150 citoyens de la Convention citoyenne telles quelles, sans forcément d'ailleurs ensuite les adopter à 100%, sinon il n'y a plus besoin de l'Assemblée nationale. Pour rester sur ce débat, il n'aura pas d'impact au final. Il aura de l'impact sur ce qu'on peut aussi avoir comme volonté d'éclairer nos concitoyens sur le fait qu'effectivement, il y a un décalage énorme entre ce qui est ressorti des travaux de la Convention citoyenne et ce qui est examiné à l'Assemblée nationale. Et puis après, on verra si certains de nos amendements sont adoptés. Sur Twitch, donc, vous débattez en parallèle du débat parlementaire. Est-ce que vous reconnaissez que c'est plus facile de seulement débattre sans filtre des mesures que d'avoir à les choisir et de les faire appliquer comme a eu à le faire Emmanuel Macron? Mais ce qu'on lui reproche surtout, c'est pas tellement, encore une fois, de devoir appliquer les mesures telles quelles en sortant de la Convention citoyenne, c'est de même pas avoir laissé l'Assemblée nationale pouvoir se prononcer sur ces mesures. Ça a été filtré avant même que ça arrive à l'Assemblée. La Convention citoyenne aurait dû pouvoir remettre sa copie telle quelle à l'Assemblée, puis ensuite les députés discutent, c'est normal, on est là pour ça. Mais là, Emmanuel ça Macron pourtant avait prévenu que les ministres allaient pouvoir modifier quelque peu les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Regardez, si vous le souhaitez, ce qu'on a mis comme débat, vous reverrez les vidéos d'Emmanuel Macron disant sans filtre, ces mesures seront bien introduites à l'Assemblée nationale sans aucun filtre. Le 14 décembre 2020, il avait dit, le chef de l'État, il avait expliqué que son engagement n'empêchait pas son gouvernement de travailler sur les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Oui, il est revenu sur ce qu'il avait dit juste avant aux 150 citoyens après la fin des travaux de la Convention citoyenne. Donc c'est ça qui est un petit peu regrettable. Et puis après, regardons le fond. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette loi? Moi, je vais vous donner un aspect qui me tient particulièrement à cœur. La précarité énergétique dans le logement, les questions de logement. Bon, la loi prévoit quoi? Elle prévoit une interdiction d'augmenter les loyers pour un certain nombre de logements qui seraient un peu énergivores à partir de 2028. Quel engagement! Sur un certain nombre d'aspects, cette loi revient même en arrière par rapport à ce qui avait été voté dans des lois précédentes, notamment sur ces questions de certification énergétique et autres. Comment voulez-vous que les gens ensuite pensent que la démocratie est quelque chose de sérieux quand sans cesse finalement on est en train d'agiter des éléments de communication et que dans les faits on dégrade ce qui devait être des protections, par exemple en l'occurrence écologiques, sérieuses. Donc justement, dimanche, pour condamner tout cela, vous avez, dans plusieurs grandes villes, il y a eu des manifestations qui se sont tenues pour réclamer une vraie loi climat. 110 000 manifestants en tout, selon les associations. Vous avez manifesté? Non, je n'ai pas manifesté dimanche parce que j'avais d'autres obligations en circonscription, mais je soutenais les revendications. C'est quoi la différence majeure entre une vraie loi climat et celle qui est présentée actuellement? En quoi elle ne réunit pas ce qu'il faut? Écoutez, il y a des tas d'aspects. Je viens de vous parler des questions de logement. Les engagements ne sont pas pris pour qu'on mette vraiment fin aux passoires thermiques, pour qu'on ait des aides publiques, par exemple, qui soient à la hauteur pour rénover les logements qui sont extrêmement énergivores. On sait que c'est quelque chose qui carbone extrêmement l'économie. Sur la question de la publicité, les citoyens avaient demandé qu'on encadre davantage la publicité sur les aspects polluants. Il n'y a absolument rien dans ce texte. Sur la question des mobilités douces, là aussi, aucune aide sérieuse ou aucune obligation réelle pour que le vélo ou d'autres alternatives se développent. Il y aura quand même une interdiction des vols intérieurs en cas d'alternative en train en moins de 2h30. La mise, donc on l'a dit tout à l'heure, l'interdiction de la mise en location de passoires thermiques en 2028. Ça, c'est pas des mesures. Interdiction sur les passoires thermiques, hein. C'est vraiment juste ne pas augmenter les loyers de ces logements énergivores à partir de 2028. Malgré tout, est-ce que c'est pas des mesures qui permettent de dire que c'est une vraie loi climat ou alors qui feront bouger les choses? Il y a quelques mesures et peut-être la seule qui soit vraiment significative est celle que vous avez citée, à savoir l'alternative
en train obligatoire quand on est à moins de 2h30 sur des vols intérieurs, mais ça concerne quand même assez peu de cas, faut bien le dire, mais bon, ça c'est une mesure, faut la saluer. Mais par rapport à ce qu'avait été l'ambition de la Convention citoyenne, on est quand même extrêmement loin du compte. Donc la loi climat qui est présentée est issue des travaux de la Convention citoyenne sur le climat. 149 propositions avaient été formulées, 49 d'entre elles ont été retenues. C'est le fait qu'elles n'aient pas toutes été retenues qui vous fait réclamer une vraie loi climat ? Oui, encore une fois, moi je suis aussi attaché à ce qu'on puisse avoir des exercices démocratiques qui permettent de retrouver du lien avec les Français. Est-ce que vous saluez l'initiative de la Convention citoyenne ? Oui, je l'avais saluée, je continue de la saluer, mais simplement si derrière, c'est pour qu'on ne tienne pas les engagements qui avaient été pris, à savoir de mettre ensuite cette proposition, je le redis, sans filtre à l'Assemblée nationale, c'est encore pire que si on n'avait rien fait. Parce que finalement, les gens se disent, on est encore pris pour des gogos. C'est comme le grand débat national avec les cahiers de doléances dont on ne sait pas où ils sont passés. La Convention citoyenne, finalement, on tire 150 personnes au sort, on devait prendre les 150 mesures, les mettre à l'Assemblée, il n'y en a que 49. Les gens se disent, sur le plan démocratique, on se moque de nous. Il y a aussi le fait que 25% des amendements déposés en commission par les députés de tous bords politiques ont été jugés irrecevables. Est-ce que les amendements qui ont été présentés avaient tous un rapport, même indirect, avec le projet de loi, ce qui est obligatoire ? Oui, il y a beaucoup d'entre eux qui avaient un lien. Et pourquoi ils ont été jugés irrecevables alors ? Eh bien, c'est une bonne question. Encore une fois, je suis très inquiet de voir comment ce qui normalement, pour le coup, relève vraiment du droit, de l'objectivité, est maintenant utilisé à des fins politiques. Vous savez, c'était pas uniquement sur ce texte, ça a été la même chose sur le projet de loi séparatisme. Moi, j'avais déposé toute une série d'amendements qui visaient clairement, par exemple, à pouvoir renforcer la cohésion en prenant des mesures en matière d'éducation, en prenant des mesures pour lutter contre les discriminations. Tout ça a été jugé irrecevable. Et il n'y a aucun moyen de déposer un recours pour ces décisions, pour ces amendements qui ont été jugés irrecevables? Non, c'est à la discrétion effectivement des présidents de commission et donc on a, et ça c'est vraiment partagé par tous les bancs de l'Assemblée, un usage extrêmement fort et restrictif qui est fait de l'irrecevabilité au nom de l'article 45 de la Constitution depuis 2 ou 3 textes. Et là encore, à un moment où la démocratie est déjà mise à mal par cette crise sanitaire, on voit que le pouvoir en place essaye encore d'aller plus loin en utilisant des outils comme cela pour museler les parlementaires. Malgré tout, rapidement, est-ce que vous voterez pour cette loi climat et résilience? Je verrai à la fin de l'examen du texte. Je ne me vois pas voter contre un projet qui, même s'il apporte que des avancées minimes, va dans le bon sens, mais je verrai à la fin du texte. C'est quand même la moindre des choses que de pouvoir examiner un texte dans son ensemble avant de se prononcer. Merci Aurélien Taché, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. On est en direct jusqu'à 21h, mais 20h l'invité est aussi à retrouver en replay, en podcast sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Toutes les émissions sont disponibles. On recevait par exemple il y a 2 semaines le député non inscrit Cédric Villani et la semaine dernière l'eurodéputé du Rassemblement National Jean-Paul Garot. Vous pouvez donc réécouter ces émissions sur toutes les plateformes. Je souhaite que dans les jours qui viennent, les différents responsables politiques de la gauche et des écologistes se mettent autour d'une table et se parlent. Ces mots, ce sont ceux de Yannick Jadot, chef de file des écologistes, au micro de France Inter, donc hier matin. Cet appel à une union des gauches, Aurélien Taché, vous y avez répondu favorablement sur Twitter, en perspective évidemment de la présidentielle de 2022. Mais au-delà des paroles, comment mener à bien une promesse qui semble revenir à chaque élection? On fait le point sur l'union des gauches avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Aurélien Taché. Yannick Jadot vous a-t-il répondu depuis le tweet que vous avez posté hier où vous dites être prêt à discuter? D'abord, il m'avait contacté avant par téléphone, donc c'est moi qui lui ai répondu que j'étais favorable à sa demande. Et puis après, je l'ai fait savoir sur Twitter pour être transparent vis-à-vis de tous. Et que vous êtes-vous dit alors? On s'est dit qu'il fallait effectivement, au regard encore des divisions, des polémiques sur des sujets qui me tiennent à cœur, et notamment les questions de discrimination qui avaient été celles du week-end et de la semaine passée au sein de ce camp qu'on pourrait, pour aller vite, appeler la gauche, même s'il y aurait des choses à redire là-dessus. Il était temps. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et ceux qui prétendent détenir les brevets, souvent, pourraient finalement, à mon avis, se remettre un petit peu en question. Mais bon, peu importe. Justement, au niveau de ce qui compose la gauche ou pas, Yannick Jadot parle d'aller de Anne Hidalgo, des personnalités du PS, jusqu'à Fabien Roussel, mais donc le secrétaire national du PCF. Il y a d'autres personnalités encore plus à gauche. Il y a Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Est-ce que eux aussi vous les invitez à venir vous joindre à vous? Moi, j'ai une ligne de conduite qui est simple là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens veulent vraiment gouverner, changer les choses et sont sincèrement démocrates, il n'y a pas de problème. À partir du moment où, et là vous avez cité des partis comme Lutte ouvrière, le fait de se présenter aux élections est plus une vitrine
pour dire qu'il faut prendre les armes et faire la révolution, bon, je pense qu'on va pas être d'accord très rapidement, on va avoir des désaccords qui font qu'on va pas avancer. On peut pas non plus être d'accord avec toutes les personnes qui sont à gauche de l'échiquier politique. Il faut s'inscrire dans une perspective de gouvernement. Alors vous arrêtez où est-ce que vous arrêtez après, voilà, je suis en train de vous dire que moi je trouve que ceux qui donnent des leçons devraient être humbles. Je vais essayer de pas reproduire le même exercice, mais je pense qu'il y a des gens, dont ceux que vous évoquez, qui vous diraient très simplement que ça ne les intéresse pas de discuter d'un programme commun avec des forces qui peuvent être les écologistes, les socialistes, moi et mes amis ou d'autres. Mais les communistes ? Les communistes sont pas là-dedans, les communistes veulent gouverner. Ils s'inscrivent dans le jeu parlementaire, dans le jeu de la gauche de gouvernement depuis 30 ou 40 ans. Et alors, même pourquoi cette fois-ci ce serait différent ? Parce qu'à chaque fois on a cette rengaine de l'union des gauches, de la gauche qui doit se retrouver, qui doit faire front pour pouvoir reprendre le pouvoir suprême. Pourquoi cette fois-ci ça changerait ? D'abord ça s'est fait, excusez-moi, mais il y a eu 81, il y a eu 97, il y a eu 2012, enfin il y a eu plusieurs fois où les forces de gauche... Mais depuis 9 ans c'est beaucoup plus compliqué. Depuis 9 ans c'est un petit peu plus difficile, il y a eu ces changements aussi importants liés à l'apparition d'Emmanuel Macron dans le paysage politique. Là il y a une dynamique différente ? Je pense qu'en tout cas ce qui avait été imaginé à un moment comme la possibilité de transformer un peu, de reconfigurer l'espace politique français, eh bien effectivement on se rend compte qu'En Marche s'inscrit définitivement dans le camp de la droite. Ça oblige peut-être les uns et les autres à se repositionner et à voir comment on peut créer des dynamiques pour faire face à ce front des droites, qui va de Emmanuel Macron jusqu'à Marine Le Pen. Au-delà des symboles, Yannick Jadot a aussi demandé dans la foulée hier de proposer 10 mesures qui rassemblent la gauche en général. Quelles seraient vos contributions les plus essentielles si vous deviez amener une ou deux mesures phares pour lesquelles vous voulez vous battre ? Bon, il y a deux sujets qui me semblent absolument essentiels. La question... à chaque fois, ils sont liés à la question de la démocratie, la question des institutions. Je pense qu'il faut rompre avec le présidentialisme véritablement parce qu'on est en train, quinquennat après quinquennat, de se rendre compte à quel point ce système qui avait été imaginé par un homme exceptionnel. Moi, je suis pas gaulliste, contrairement à beaucoup. Je ne prétends pas finalement parce que ça ferait bien. Une 6ème République comme pourrait le vouloir Jean-Luc Mélenchon. C'était taillé pour lui. Aujourd'hui, on se rend compte que ce régime n'a plus aucun sens au regard de ce qu'est devenu la politique. Donc une 6ème République comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon. Moi, les numéros, c'est pas tellement mon sujet. La République de Mélenchon, je m'en méfie un petit peu parce que, à mon sens, elle risque de ressembler à un espèce de comité de salut public permanent. C'est pas vraiment ma conviction des choses. En revanche, la proportionnelle intégrale, une 3e chambre citoyenne. Finalement arriver à faire en sorte que le président de la République n'ait plus le droit de dissolution, qu'on ait vraiment un régime équilibré qui permette aux citoyens et aux élus de retrouver du poids, c'est extrêmement important. Et après, il y a la question des discriminations. Moi, j'y suis particulièrement sensible. Je considère que dans ce pays, sur ce sujet-là, on est vraiment très très en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et là, il y a une série de mesures, ce serait long à déployer, mais qui pourraient être mises en place. Vous disiez que la 6ème République de Mélenchon, vous en méfiez. Oui. Comment est-ce qu'on peut croire à cette union ? Comment est-ce qu'on peut vraiment penser que ça va fonctionner si déjà vous émettez des doutes, si vous vous méfiez de vos opposants, quand on a le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui tweet en réaction à un tweet d'Olivier Faure hier, le secrétaire national du PS, encore l'embrouille et la tambouille, ce n'est pas l'urgent. On dirait que ça commence plutôt mal cette histoire. Non, mais écoutez, je me méfie de certaines des propositions de Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a d'autres que je trouve très bien. Vous savez, moi j'ai pourtant j'avais aucun intérêt à faire ça, mais j'ai retweeté récemment Jean-Luc Mélenchon sur le deuxième sujet que j'ai évoqué avec vous, de la question des discriminations. Quand il parle d'une France créolisée, etc., je trouve qu'il y a plein de sujets sur lesquels effectivement il est capable de dire des choses que les autres ne disent pas. En revanche, mon désaccord majeur avec lui sont plutôt justement sur ces questions de rapport à la démocratie. Jean-Luc Mélenchon a des références politiques qui sont très éloignées des miennes sur le plan international et sur le plan historique, et donc là-dessus, je serais un petit peu plus prudent. Mais alors, qui dit force commune dit aussi candidature commune. Est-ce que vous pensez vraiment que des personnalités, par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui concentre un petit peu une grande partie de l'électorat à gauche, en tout cas aux dernières élections présidentielles, est-ce qu'il serait prêt à céder sa place, vous pensez ? D'abord, je ne vous le dis pas ça parce que... Parce qu'il n'y aura qu'un seul nom sur la feuille, oui, mais au final. D'abord, il faut regarder un petit peu comment ça s'est passé aux dernières élections municipales, à Marseille ou ailleurs. Vous aviez des gens extrêmement différents qui ont commencé par essayer de jouer le jeu du projet, de jouer le jeu de l'équipe, et puis au final, on a réussi à trouver des solutions dans un certain nombre de villes. Essayons de faire la même chose. Ne commençons pas, effectivement, c'est bien le piège de cette 5ème République, c'est bien pour ça que je veux sortir du présidentialisme, par absolument jouer la carte personnelle ou de l'incarnation. Regardons le fond, et puis les solutions viendront d'elles-mêmes. Et moi, je suis favorable aussi, je peux ajouter ça, au fait qu'on définisse une méthode claire. Moi, je serais pour une grande primaire. Une très grande primaire, plus grande que celle que le pôle écologiste a proposé aujourd'hui, qui permette de départager ensuite les gens. Très rapidement, Aurélien Taché, vous seriez pour quel candidat, vous, à la tête de cette grande union ? Anne Hidalgo, ce serait le candidat idéal pour vous ? Déjà que je sache qui se présente. Anne Hidalgo est une candidate intéressante, Yannick Jadot est un candidat intéressant, il peut y en avoir d'autres. Peut-être que les nouveaux... Aucune préférence pour l'instant. Quelqu'un, donc on verra à ce moment-là. Aucune préférence ? Non, en tout cas, aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vont proposer
proposer ces différents candidates ou candidats aux Français sur un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur. Merci Aurélien Taché. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Au programme, dans moins de 3 minutes, les réunions non mixtes du syndicat UNEF. Doit-on les interdire ? On s'intéresse aussi à la légalisation du cannabis à laquelle vous êtes favorable, Aurélien Taché. Juste avant d'en parler, c'est un titre d'Alesso, Going Dumb, c'est tout de suite sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h49, dernière ligne droite dans 20h l'invité. On est toujours avec vous, Aurélien Taché, député du Val d'Oise et coprésident des Nouveaux Démocrates. Et sachez que si vous avez raté le début de 20h l'invité, vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les autres, en vidéo sur la chaîne YouTube Fréquence ESJ. Pour finir cette émission, on passe en revue 2 actualités qui vous concernent de près, Aurélien Taché. On aborde dans quelques instants le sujet controversé de l'UNEF et des réunions non mixtes. Mais avant cela, on se penche sur la légalisation du cannabis. Cette question risque d'être un des enjeux de la prochaine élection présidentielle, mais le sujet divise toujours autant au sein même des partis politiques. Aurélien Taché, vous êtes vous-même favorable à cette légalisation pour un usage thérapeutique, mais aussi récréatif. On fait le point avec Bastien Cochet. Aurélien Taché, pourquoi vouloir légaliser le cannabis de façon récréative alors que les effets sur le cerveau notamment sont avérés ? Parce que vous avez d'autres produits dont les effets sont avérés, je pense à l'alcool ou à d'autres, et que leur interdiction n'a jamais été finalement le meilleur moyen de faire de la pédagogie, le meilleur moyen de contrôler la nocivité de ces produits, et qu'un encadrement permettrait certainement d'avoir des produits qui sont moins toxiques et d'avoir une pédagogie qui est différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que le légaliser, ce serait pas inciter à plus de consommation justement ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, vous avez un état de fait. La France, c'est un des pays où on consomme le plus de cannabis en Europe, alors qu'il a la législation la plus stricte. Et donc, vous voyez bien que finalement, cette interdiction ne résout rien sur le plan de la consommation. Donc, je pense qu'au contraire, il y aurait peut-être même un effet de banalisation qui fait que finalement, on aurait une baisse de l'usage. Les pays où c'est légal ne sont pas les pays qui consomment le plus. Oui, ça a pu se voir dans certains pays, notamment les Pays-Bas. Mais qui dit légalisation médicale ou récréative dit aussi production légale en France. Alors, vous militez pour quel type de production ? Une production sur le sol, une production à des importations de l'étranger ou alors des cannabinoïdes synthétiques ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le consomme ? Idéalement, il faut, comme pour les autres sujets, essayer de produire en France. Est-ce qu'il faut mettre en place une espèce d'organisation comme on avait pour la CETA, pour le tabac ou autre ? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on pourrait avoir un encadrement de petits producteurs qui, comme on a des agriculteurs dans ce pays qui produisent un certain nombre de choses, produiraient du chanvre, du cannabis. C'est d'ailleurs ce que proposent un certain nombre de parlementaires de la majorité pour le cannabis thérapeutique. Mais si on organise tout ça, il y aura des normes sûrement à respecter, il y aura sûrement des cahiers des charges très importants. Comment est-ce qu'on peut penser être sûr que les consommateurs iront acheter des produits qui seront sûrement plus chers que toujours un trafic de contrebande illégal ? Alors vous avez quand même beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, qui sont très mal à l'aise avec le fait d'alimenter des contrebandes illégales, qui sont soucieux de savoir la qualité des produits qu'ils consomment. Vous le retrouvez d'ailleurs dans bien d'autres sujets. Donc, bien sûr, ça ne va pas forcément tout régler d'un coup, mais vous aurez très clairement beaucoup de gens qui feront ce choix-là. Et donc, je pense que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Autre sujet dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, c'est les réunions en non-mixité organisées à l'UNEF, des réunions réservées aux personnes issues de minorités, excluant donc les personnes blanches, dans le but de faciliter la libération de la parole. Est-ce que, comme Audrey Pulvar, vous considérez qu'on peut accepter les blancs dans ces réunions, mais qu'on peut leur demander de se taire ? Mais plus que de demander aux gens de se taire, il faut leur demander d'écouter. Quand vous avez des gens qui sont victimes de quelque chose, que ce soit n'importe quel type de violence, il faut écouter ceux qui sont victimes des violences. Mais est-ce que c'est pas... Il n'y a pas une idée un petit peu antidémocratique d'empêcher la parole de certaines personnes ? Mais l'idée n'est pas... Enfin, encore une fois, je ne crois pas qu'on dirait ça par exemple, femmes qui ont subi des violences, qui se retrouvent entre elles pour en parler, parce que ça libère la parole. Moi, ce qui m'importe, c'est que la parole soit la plus libre possible. Si, à un moment, des gens qui sont victimes d'un quelconque phénomène, violence sexiste, violence raciste, autre chose, disent que finalement, se retrouver entre elles, victimes, et celles qui ont été touchées par ces faits, permet de libérer la parole, commençons par là. En revanche, ce sur quoi je suis très clair, c'est que la décision politique, le combat politique doit être ouvert à tous. Moi, je ne suis pas victime de racisme et je me sens sincèrement antiraciste et concerné par cette question parce que je pense que le racisme est une aberration pour l'humanité et je veux pouvoir participer à cette lutte. Mais je ne suis pas victime. Donc, dans les groupes de parole qui sont réservés aux victimes, il ne me viendrait pas à l'idée d'arriver et de m'exprimer à la place des victimes. Mais alors, vous êtes sur la même position qu'Yannick Jadot. Pour vous, dès qu'on va dans la prise de décision, là, il faut repasser en mixité ?
Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai toujours été très clair là-dessus. Je pense que le combat politique... C'est simplement un temps pour discuter entre soi pour vous. Exactement. Il y a deux choses différentes entre des témoignages de victimes et la prise de décision collective qui doit mener à l'action. Alors, il faut juste signifier que vous avez été vous-même président de l'UNEF à Limoges. Oui. On voit que cette question, elle divise encore beaucoup à gauche. Pour Anne Hidalgo, c'est une pratique très dangereuse. Pour Olivier Faure, premier secrétaire du PS, c'est une dérive incroyable. Pour Manuel Valls, les réunions racialisées légitiment le concept de race. On parlait de l'union des gauches tout à l'heure. Vous leur répondez quoi à vos potentiels futurs alliés sur ces questions? Vous avez en début d'émission retracé rapidement mon parcours. Moi, j'ai quitté le PS et j'ai rejoint En Marche et j'ai ensuite quitté La République En Marche. À chaque fois à peu près pour les mêmes raisons et notamment parce que ce sujet n'a jamais été traité et pris au sérieux par les différentes forces progressistes dans ce pays. Les socialistes, parce qu'ils n'ont pas su s'intéresser de près à la question des discriminations, ont finalement laissé des tas de jeunes dériver. Moi, j'en ai entendu... Pour vous, c'est une gauche coupable qui a trop longtemps détourné le regard? Qui ne se préoccupe pas, qui considère que c'est secondaire, qui considère... Alors que cette réalité-là est pourtant celle de plein de Français. Mais pour vous, ces réunions non mixtes, c'est l'une des seules solutions qu'on peut mettre en place? C'est l'une des seules solutions. J'ai dit qu'en tout cas, on est malvenu pour donner des leçons à des jeunes dans un syndicat étudiant quand on ne les a pas écoutés, quand on ne les a pas accompagnés sur cette question depuis des années. La République En Marche avait un ton différent au départ. Emmanuel Macron avait un ton très différent sur ces questions. Finalement, pour des raisons tactiques et opportunistes, il décide de se droitiser terriblement sur ces questions à travers notamment l'expression de Schiappa ou de Blanquer. Oui, Jean-Michel Blanquer qui a estimé que ça pouvait amener à des choses qui ressemblent au fascisme. En 2018, également une élue LREM avait quitté une commission à l'Assemblée parce que la représentante voilée de l'UNEF, Myriam Pouchtou, était présente. Vous l'aviez défendue à l'époque. Est-ce que vous avez l'impression que LREM est devenu presque pire que le Rassemblement National? Pire que le Rassemblement National, faut pas exagérer, mais en tout cas c'est clair qu'ils n'ont rien à envier aux purs réactionnaires à droite sur ces questions. Et Jean-Michel Blanquer qui parle de fascisme, pour le petit-fils de résistant que je suis, qualifié comme ça des jeunes antiracistes qui essayent de trouver des solutions à leur manière à la question des discriminations, est particulièrement choquant. Ce ministre est vraiment, lui pour le coup, assez proche des idées de l'extrême droite. Merci Aurélien Taché, merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. On passe maintenant à la question auditeur. On a récupéré vos questions que vous nous avez envoyées et on a sélectionné celle de Loïc qui écrit: Aurélien Taché, AstraZeneca va désormais s'appeler Vaxzevria. On l'a appris en fin de soirée. Le produit ne change pas, simplement le nom. Loïc vous demande donc, est-ce que ce sera suffisant pour vous pour que les Français retrouvent confiance en ce vaccin? Je ne crois pas, mais après je suis prudent sur le fait que beaucoup de nos concitoyens finalement pourraient, avec les polémiques qu'il y a eu ces dernières semaines, souhaiter ne plus se faire vacciner. Je pense qu'il faut se faire vacciner. Je pense qu'AstraZeneca a été vérifié par tout un tas d'autorités tout à fait compétentes et que ce changement de nom, même à la limite, je l'apprends, je le découvre en direct, ce que vous venez de m'annoncer, me semble contre-productif sur le plan de la confiance. Il vaudrait mieux assumer, voilà, c'est AstraZeneca, on a fait les vérifications, ça va. Le fait de changer de nom pourrait laisser entendre qu'on veut cacher des choses. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine. Demain et pour le reste de la semaine, le projet de loi respect des principes de la République est examiné au Sénat en première lecture. Mais déjà hier, les députés et les sénateurs sont parvenus à un accord, notamment sur l'article 24. Ils sanctionnaient la diffusion d'images de forces de l'ordre que l'on pouvait identifier en action. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'article se focalise sur la provocation dans un but manifeste de porter atteinte à l'identification. Plus de références donc à la loi sur la liberté de la presse. Aurélien Taché, c'est une victoire, la réécriture de cet article? Une victoire, je vais regarder d'un petit peu plus près les choses avant de vous dire si c'est une victoire, parce que ce que ça m'inspire là quand on en parle, c'est que finalement, comme on ne touche pas à ce totem qui est la loi sur la liberté de la presse de 1881, on se dit que peut-être les journalistes, je dis ça en étant dans les studios de l'ESJ ce soir, vont être un peu moins vent debout, et ça avait quand même beaucoup aidé à la lutte, faut pas se raconter d'histoire. Si on n'avait pas eu une presse aussi mobilisée, on aurait eu beaucoup de mal à se faire entendre sur cette loi. Donc j'espère que ce n'est pas simplement une manœuvre tactique pour arriver au même résultat. Et moi je suis très inquiet qu'on bride la possibilité de manifester dans ce pays. Vous savez, c'est la première fois que je me suis exprimé négativement sur une texte de la majorité, c'était sur cette fameuse loi Casseur, parce que je suis vraiment inquiet que sur le plan des libertés, finalement, on ne trouve pas d'autre solution que de réprimer les Français. Justement, sur la sécurité globale, vous aviez expliqué que c'était une attaque sans précédent contre nos libertés. Depuis, le texte a été revu, mais vous le pensez toujours, ça? Oui, je pense vraiment que la mesure que vous venez d'évoquer, le fait que finalement, on ne puisse plus filmer quand on constate des exactions menées par notamment des policiers, le fait qu'on généralise la surveillance par drone, le fait qu'on ait effectivement dans cette loi toute une série de mesures qui permettent aussi à des
entreprises privées de mener des missions de sécurité font que les libertés sont mises à mal avec ce texte. Merci Aurélien Taché. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est déjà la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et d'avoir réagi tout au long. Merci Aurélien Taché d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la 10e circonscription du Val d'Oise et coprésident du Parti Nouveau Démocrate. Demain, de 20h à 21h, c'est Storytelling, votre émission culture et divertissement, présentée par Bastien Cochet, à suivre en direct sur Fréquence ESJ. N'hésitez pas, si vous avez envie de suivre toute l'actualité de Fréquence ESJ, à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. On se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité avec un nouvel invité, toujours en direct de 20h à 21h. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h, en direct, sur Fréquence ESJ.